Notre pays qui a placé les indigènes sous sa tutelle, qui a recouru à leur aide et qui continue à y faire appel, se doit de les traiter en sujets, en protégés, sinon en citoyens. Il lui appartient pour cela de leur assurer tous les avantages des lois protectrices du travail et de la condition humaine. Est-ce à dire qu'il faille appliquer ces lois du jour au lendemain? Non. Il convient au contraire d'agir avec infiniment de mesures, de prudence, et en tenant compte du degré d'évolution de chaque colonie, car l'objectif essentiel doit être de former, d'éduquer les indigènes, jusqu'au moment où, dans le cadre de l'Empire, ils seront en état de se diriger eux-mêmes. Voilà l'une des visions de l'école coloniale, permettre aux États coloniaux de se diriger eux-mêmes. Un projet ambitieux pensé pour faciliter une élite chargée d'administrer les territoires d'outre-mer. Mais derrière ces images officielles, quelle était vraiment la mission de cette institution? Selon le sociologue politique Jacques Lagroye, plus de 4500 administrateurs, magistrats et hauts fonctionnaires y ont été formés. Certains ont joué un rôle clé dans l'histoire du continent africain. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 aspects clés. D'abord, l'origine et la mission de cette école. Pourquoi a-t-elle été créée et quel était son objectif? Ensuite, le comportement des étudiants. Étaient-ils des simples exécutants ou des esprits critiques en gestation? Enfin, nous verrons comment l'enseignement universitaire dans les colonies se comparait à celui proposé en métropole. Plongeons dans l'histoire de cette école et de son influence sur l'Afrique d'hier et aujourd'hui. Si le sujet vous intrigue, abonnez-vous pour découvrir d'autres vidéos sur l'histoire et les enjeux africains. Et surtout, dites-nous en commentaire, selon vous, quel a été l'impact réel de cette école. N'oubliez pas de liker et de partager pour nourrir le débat. Installez-vous bien, l'âge d'or africain, c'est maintenant. Tout commence en 1885 dans un contexte où la France étend son emprise sur l'Asie du Sud-Est. À l'initiative de l'explorateur Auguste Pavie, une école voit le jour à Paris sous le nom de Mission cambodgienne. Sa vocation, former des jeunes Cambodgiens issus de l'élite locale afin de les intégrer à l'administration coloniale naissante. 13 jeunes Khmers sont les premiers à franchir ces portes, incarnant l'ambition d'un empire qui cherche à façonner ses futurs relais locaux. Dès 1887, l'institution obtient une reconnaissance officielle. Le 11 janvier 1888, un décret la rebaptise École coloniale et l'ouvre à tous les ressortissants des territoires sous domination française. Très vite, elle devient l'un des piliers de la politique impériale. En 1889, elle commence à former les administrateurs et les magistrats qui façonneront l'outre-mer français. Puis, en 1912, elle obtient un monopole absolu sur la formation des cadres coloniaux. Mais au-delà des dates et des statuts, l'histoire de cette école est marquée par ses directeurs et les réformes qu'ils ont impulsées. Paul Dissler, polytechnicien et conseiller d'État, dirige l'institution de 1892 à 1926. Sous son autorité, l'école coloniale s'oriente résolument vers des études juridiques, délaissant l'histoire et l'économie au profit des disciplines taillées sur mesure pour l'administration impériale. Organisation administrative des colonies, politique coloniale, mise en valeur, production coloniale. La formation est strictement cadrée, pensée pour inculquer une vision homogène et autoritaire du pouvoir colonial. Puis vient Georges Hardy à la tête de l'école de 1926 à 1933. Son arrivée marque un tournant. L'établissement accède au rang de grande école en 1927. Il introduit une réforme majeure en réduisant le poids du droit au profit des sciences sociales, intégrant la psychologie et la littérature dans le cursus. Cette évolution témoigne un changement de paradigme de la politique coloniale. On passe de l'assimilation à l'association avec une administration qui se veut plus fine, plus adaptée aux réalités locales. L'année 1934 marque un autre moment clé. L'école change son nom et devient l'École nationale de France d'outre-mer.
Mais l'après-guerre vient bousculer son statut. La création de l'École nationale d'administration ENA en 1945 et la naissance de l'Union française en 1946 amorcent un bouleversement profond. La question de l'africanisation des cadres administratifs s'impose progressivement et un décret de 1956 impose enfin le recrutement de fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer. Pendant cette période, plusieurs directeurs tentent de moderniser l'école. Robert de la Vignette, 1937-1946, diversifie les enseignements en intégrant la médecine, l'ethnologie et la culture autochtone. Il met aussi en place un stage pratique de 8 mois en Outre-mer, bien que la Seconde Guerre mondiale freine l'application. Paul Meuss, 1946 à 1950, doit quant à lui faire face à une menace existentielle. Avec l'ENA qui monte en puissance, l'École nationale de France d'Outre-mer commence à perdre son influence. En 1948, les futurs administrateurs de l'Afrique du Nord cessent d'y être formés. Sous la direction de Paul Bouteille, de 1950 à 1959, l'école entre dans une période de turbulence. Absentéisme, tricherie, chuchage de travail, les élèves peinent à concilier leur emploi du temps avec l'obtention d'une licence en droit. Face à ces défis, des réformes sont envisagées. Réduction du nombre d'heures de cours, flexibilité accrue, introduction de concours spécifiques pour des élèves d'outre-mer. Mais une réalité s'impose. L'INFOM, École nationale de France d'outre-mer, est en perte de vitesse face à l'ENA, dont le corps professoral, composé d'agrégés, tranche avec celui de l'ENA, davantage constitué de praticiens. Finalement, un an après la création de la communauté française, en 1959, l'école change de visage et devient l'Institut des hautes études d'outre-mer. Ce nouvel établissement amorce une transition vers un monde post-colonial, formant non plus des administrateurs impériaux, mais des cadres destinés aux États en pleine accession de l'indépendance. Puis, en 1966, il cède la place à l'Institut international d'administration publique, chargé d'accompagner les jeunes nations dans la formation de leur propre élite administrative. Parmi les enseignants qui ont marqué cette époque de transition, on retrouve des figures de premier plan comme Henri Maspero et Léopold Sédar Senghor, illustrant l'évolution intellectuelle de l'institution vers un enseignement plus humaniste et tourné vers l'autonomie des pays nouvellement indépendants. Ainsi, l'école qui avait été un instrument clé de l'administration coloniale française a progressivement changé de mission, devenant un levier de formation pour les États postcoloniaux. Mais derrière cette transformation, une question demeure. L'esprit de cette institution a-t-il réellement changé ou a-t-il simplement accompagné la transition d'un pouvoir vers un autre? L'École nationale de France d'outre-mer, familièrement surnommée Colo par ses élèves, a toujours prétendu s'adapter aux évolutions du monde colonial. Ses directeurs successifs ont régulièrement affirmé leur volonté de moderniser l'enseignement pour mieux préparer les futurs administrateurs aux réalités mouvantes des territoires sous domination française. Mais entre les discours et la réalité, un gouffre s'est creusé. En 1945, Robert de la Vignette, alors directeur de l'école, confirme au journal Le Monde « Ce programme peut comporter de graves défauts dans l'exécution. Nous devons tendre sans cesse vers une meilleure distribution et vers une plus forte progression des études et rechercher une adaptation plus vivante aux mouvantes et complexes réalités coloniales. » Mais derrière ces belles intentions, les choses évoluent peu. Pire encore, à l'heure où les mouvements nationalistes gagnent du terrain en Afrique et en Asie, l'enseignement dispensé à l'école reste largement ancré dans une vision impérialiste et dépassée. Tout bascule en 1956 lorsque l'affaire du Bleu d'Outre-mer éclate au grand jour. Cette revue, l'une des deux publications de l'école, s'était toujours distinguée par un ton plus libre et critique, l'autre journal plus institutionnel. Mais cette fois-là, elle va trop loin aux yeux de l'administration. En janvier 1956, un manifeste explosif est publié dans le Bleu d'Outre-mer, dénonçant l'archaïsme des cours, l'idéologie coloniale omniprésente et l'absence totale d'enseignement sur les mouvements nationalistes. Le texte est immédiatement repris par France Observateur, puis relayé par Le Monde dans son édition du 12 et 13 février 1956. L'historien américain William Benjamin Cohen ne mâche pas ses mots.
il n'existait aucun cours vraiment sérieux sur le développement économique, la sociologie et le développement contemporain. L'école faisait preuve d'une absence totale d'intérêt sur les institutions politiques d'outre-mer et les changements qui se produisaient. Ces critiques ne sont pas isolées. Dès 1952, un groupe clandestin d'étudiants, le groupe d'étudiants politiques de l'Afrique et de Madagascar, s'était déjà insurgé contre l'aveuglement de l'institution face au bouleversement politique en cours. Dans un de ses rapports internes, le groupe dénonçait un enseignement figé, ignorant que le monde change rapidement. L'affaire prend une ampleur considérable au sein de l'école. Les co-rédacteurs du manifeste, les majors de promotion, signataires et plusieurs figures du conseil sont convoqués pour des interrogatoires. Le préfet Levallois de la promotion 1954, l'un des instigateurs de la fronde, dira plus tard que cette crise fut un tournant décisif pour l'École nationale de France d'outre-mer. Mais derrière les débats académiques, une réalité brutale se joue. En 1955 et 1956, alors que l'indépendance est en marche dans plusieurs pays d'Afrique, les rues de Paris sont le théâtre de manifestations. Parmi les étudiants africains de l'école, certains prennent position ouvertement. Gervais Kofi Djondo, futur homme d'affaires et cofondateur d'EcoBank et de Askai, fait partie de ceux qui osent défier l'autorité coloniale. J'avais milité au sein de la Fédération des étudiants africains noirs de France. J'avais participé aux manifestations organisées en 1961 pour exiger l'indépendance d'Algérie, ce qui nous a valu d'être arrêtés par la police et passer 2 jours au commissariat. Et quand j'en fus sorti, mon bailleur m'a mis à la porte. C'était une période trouble pour les étudiants africains à Paris. Il fallait soit accepter la violence exercée par la France et être en paix, soit la dénoncer et être fiché. À l'école, le choc est immense. L'école qui formait autrefois les piliers de l'administration coloniale voit maintenant émerger en son sein une génération qui rejette ouvertement le système qu'elle est censée servir. Ce basculement idéologique et politique, amorcé avec le bleu d'outre-mer et renforcé par l'engagement des étudiants africains, sonnera le glas de l'École nationale de France d'outre-mer. Moins de 3 ans plus tard, en 1959, l'école est dissoute et remplacée par l'Institut des hautes études d'outre-mer, chargé non plus de former des administrateurs coloniaux, mais d'accompagner les pays nouvellement indépendants dans leur gestion étatique. Le dernier sursaut d'une institution qui, jusqu'au bout, a tenté de préserver un ampli en déclin. Alors que la métropole développe avec ferveur l'enseignement des sciences coloniales, un autre projet éducatif prend une forme en outre-mer. Officiellement, il s'agit de doter les colonies d'un enseignement supérieur. En réalité, un équilibre fragile s'installe entre la nécessité de former une élite indigène et la volonté de verrouiller l'accès au savoir réservé aux colons. 4 centres universitaires sont ainsi créés au sein de l'Empire français: Alger, Hanoï, Tunis et Dakar. Mais ces institutions ne sont pas conçues de la même manière. L'Université d'Algérie, fondée en 1909 à partir des écoles supérieures de droit, de sciences et de lettres, devient rapidement un centre de formation académique influent. Son programme intègre l'étude des langues locales, du droit musulman et des institutions indigènes. Cependant, malgré son rayonnement, elle demeure presque entièrement réservée aux Européens, accueillant 30 étudiants musulmans en 1914, 47 en 1920 et une centaine à la fin des années 1930, soit moins de 5% des effectifs totaux, selon Jacques Frémaux, historien français. En Indochine, une université est fondée à Hanoï en 1907 avec l'intention de proposer un enseignement structuré aux élites locales. Après une fermeture temporaire sous l'impulsion du gouvernement Albert Soro, elle rouvre en 1917 afin de détourner les élites intellectuelles vietnamiennes des universités japonaises très attractives depuis 1905. Toutefois, l'enseignement y est principalement orienté vers des formations pratiques et certaines disciplines comme les lettres ou les sciences restent peu développées, ce qui pousse une partie des étudiants vietnamiens à chercher des alternatives à l'étranger. En Afrique du Nord, l'Institut des hautes études de Tunis ouvre ses portes en 1945, jetant les bases de ce qui deviendra plus tard l'Université de Tunis en 1960. À Dakar, l'enseignement supérieur prend forme progressivement avec la création de l'Institut des hautes études en 1950, suivi en 1957 par l'Université de Dakar, qui attire rapidement les étudiants venus de toute l'Afrique de l'Ouest.
Malgré ces avancées, les infrastructures et les effectifs des enseignants ne permettent pas toujours d'atteindre le même niveau d'excellence académique que les grandes universités métropolitaines. Certains étudiants africains, bien que bénéficiant d'une offre locale en expansion, continuent donc de privilégier les études en France, notamment grâce aux bourses accordées par l'État. Toutefois, les étudiants africains regroupés au sein de l'association AGED mettent en question la qualité de l'enseignement et soulignent les carences du corps professoral. L'établissement dakarois ne mériterait pas le label universitaire. Les écoles de médecine indigène fondées à la fin du 19e siècle à Alger, Pondichéry, Hanoï ou encore Dakar illustrent cette volonté de structurer un enseignement spécialisé et appliqué. Leur formation allie théorie et pratique avec une approche centrée sur des besoins locaux en matière de santé publique. Cependant, les formations sont tout avant tout conçues pour former des auxiliaires médicaux et non des médecins ayant les mêmes qualifications que les homologues métropolitains, les diplômés étant souvent restreints à un exercice local. Ainsi, bien que l'expansion de l'enseignement supérieur dans les colonies ait représenté une avancée significative, certains défis ont persisté. Accès limité des populations locales, offre de formation parfois restreinte et différences de reconnaissance dans les diplômes. À la veille des indépendances, ces établissements ont néanmoins constitué des pôles de savoir essentiels servant de socle pour le développement des futures universités nationales. L'essor de l'enseignement supérieur dans les colonies a été marqué par des avancées notables, tout en soulevant des enjeux fondamentaux. Comment concilier une formation des élites locales et le maintien des cadres administratifs coloniaux? Comment garantir un accès équitable au savoir dans un contexte où les priorités politiques et économiques différaient d'un territoire à l'autre? Aujourd'hui, ces institutions ont évolué pour devenir des universités nationales, des États indépendants, façonnant de nouvelles générations de penseurs, de scientifiques et de dirigeants. Mais les traces de cette histoire restent visibles. Certaines structures éducatives ont conservé des modèles inspirés de l'époque coloniale, tandis que d'autres ont cherché à redéfinir leur curricula pour mieux répondre aux besoins actuels. Cette évolution pose une question fondamentale. Dans quelle mesure les choix éducatifs du passé continuent-ils d'influencer la formation des élites d'aujourd'hui? Et surtout, comment les universités africaines peuvent-elles, à l'heure de la mondialisation, réaffirmer leur rôle dans la production des savoirs autonomes et adaptés aux réalités locales? Le débat reste ouvert. Selon vous, quel avenir pour l'enseignement supérieur en Afrique? Faut-il rompre avec certains héritages ou au contraire s'en inspirer pour bâtir un modèle éducatif plus solide? Partagez vos avis en commentaire, nous serons ravis d'en discuter avec vous.